Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV pour ce débat où nous commenterons ensemble avec nos invités les résultats d'un sondage IFOP réalisé pour l'Observatoire des politiques publiques, un observatoire, vous le savez, animé par la rédaction d'Acteurs Publics en partenariat avec EY, anciennement Ernst & Young. Voilà. Alors ce sondage, eh bien, il nous a permis de tester le degré d'acceptabilité par les Français d'un certain nombre de réformes inspirées d'expériences, de politiques publiques menées dans d'autres pays européens. Pour en débattre, on a à la fois le plaisir et l'honneur d'accueillir sur ce plateau 3 experts s'il en est. Vous me permettrez d'abord de vous présenter Madame Charby, Claire Charby. Vous êtes directrice adjointe de la compétitivité de la gouvernance régionale à l'OCDE. C'est bien ça? Pas exactement, mais c'est pas grave. Non, alors mais précisez-le. Alors, Donc, et puis alors avec le micro, voilà. Je suis responsable adjointe de la division des politiques régionales de l'OCDE, qui traite effectivement de compétitivité et de gouvernance. Eh bien, merci. Première information de cette Monsieur Carrez rassurez-moi, vous êtes bien toujours président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Les choses vont vite aussi à l'Assemblée nationale. C'est bien toujours le cas. Vous êtes député UMP. Voilà. Et puis Arnaud Bertrand, vous êtes associé responsable des activités secteur public France, Luxembourg, Maghreb, et je le disais chez EY. C'est la nouvelle façon de dire Ernst & Young. Alors, tous les trois partageons nos regards et puis notre analyse des résultats de ce sondage. Je me tourne tout de suite vers vous, Monsieur le Président de la Commission des Finances. On parle dans ce sondage, les Français appellent à plus de transparence et de simplification. 89% de voix en faveur de la transparence. Ça vous inspire quoi en ces temps où l'actualité est assez chargée sur ce sujet-là? Je sais que vous voulez nous parler de finances publiques. Non, alors, justement, la transparence, ça m'inspire juste une obligation, c'est de dire la vérité à nos concitoyens sur l'état de nos finances publiques. La vérité, c'est quoi? C'est que depuis 40 ans, on dépense plus que ce qu'on gagne et qu'on n'arrive pas à réduire l'écart. C'est qu'à la fin de l'année prochaine, notre dette, qui sert à combler l'écart, va franchir les 100% du PIB, c'est-à-dire de ce qu'on crée chaque année. Nous sommes à 94, quelque chose pour cent à l'heure actuelle. Et une autre vérité, c'est de leur dire qu'aujourd'hui, les impôts ne rentrent plus. Il y a une sorte de phénomène de saturation fiscale et on est entré dans la zone de rendement décroissant de l'impôt. Et comme malgré tout, il faut essayer de rapprocher le niveau de dépenses du niveau de recettes, il n'y a plus qu'une issue, c'est d'avoir le courage de maîtriser nos dépenses publiques. C'est-à-dire le courage, en regardant les choses en face, de dire aujourd'hui, on dépense 1200 milliards en dépenses publiques, c'est le record du monde, avec 57% du PIB, et bien demain, après-demain, on ne dépensera pas plus que 1200 milliards. Et de ce point de vue-là, le sondage est très inquiétant. Et je termine par là, parce que quand il s'agit de modifier les structures, de parler d'Internet, de regrouper les achats, de toutes sortes de conceptions abstraites, les Français sont d'accord. Oui. Quand il s'agit d'augmenter la franchise de remboursement sur les médicaments, ils sont en désaccord. Et tout le problème est là. Et donc la vérité, pour moi, la transparence, c'est de dire aux Français qu'il va falloir faire des réformes de structure et que le maintien de notre service public, le maintien de notre modèle social exige que nous ayons le courage de faire ces réformes. Et c'est à nous, les responsables politiques, de le dire. Sauf que le sondage montre une autre chose qui m'inquiète, c'est qu'il y a une défiance de plus en plus grande, ça apparaît dans toutes les réponses, à l'égard des décideurs publics dans leur ensemble et des responsables politiques en particulier. Alors on peut le comprendre. On parlait de réformes structurelles. Il y en a une qu'on évoque beaucoup ces temps-ci. Hein, c'est presque la marque de fabrique de ce nouveau gouvernement. C'est la réforme des collectivités. Madame Charby, à l'OCDE, vous avez beaucoup réfléchi à ce qu'on pourrait faire en matière peut-être de fusion, de réorganisation des collectivités. Vous avez des exemples à l'étranger. Vous auriez, je ne sais pas, une recommandation à faire en France pour la réorganisation de la France. Vous croyez d'abord qu'on va arriver à mener cette réforme en France ? Moi, je suis très optimiste, et d'autant plus optimiste quand on voit dans les sondages une demande des citoyens, ce qui est relativement rare, parce que jusqu'à présent, 77% des Français sont favorables. Dans
ce sondage sont demandeurs d'une réforme, voire d'une fusion. Jusqu'à présent, en gros, un électeur, il se disait, bon, mon service public, qu'il soit fourni par un tel ou tel niveau, il n'y en a pas grand-chose à faire. Ce qui est intéressant, c'est que le service public soit fourni en qualité et à l'endroit où j'ai envie qu'il le soit. Si aujourd'hui, il y a réellement une prise de conscience et une volonté des citoyens que les choses changent, j'imagine qu'elles vont pouvoir changer. Maintenant, ce qu'on a vu... voté les Alsaciens l'an dernier. Alors justement, c'est un vote d'opinion, c'est pas un référendum. L'idée là, on a dit pas référendum. Hein. L'idée de passer par un référendum, et c'est pas propre à la France. Hein, il n'y a pas que deux moyens de faire de la démocratie. En gros, ou plutôt de pas en faire, soit de prendre des décisions autoritaires et hiérarchiques sans consulter personne, soit de les consulter par référendum. Le risque de la consultation par référendum, on le connaît tous, c'est qu'on vote plus pour la personne qui lance le référendum ou contre, plutôt que pour le sujet réellement du débat. Alors, il y a des réformes qui ont été conduites, pas forcément associées à des référendums, d'ailleurs, de fusion de municipalités, par exemple. Mais l'avantage de vous avoir sur ce plateau, c'est que vous nous donniez un exemple d'endroit où ça a marché, dans un pays européen, par exemple, un peu comparable, et pourquoi ça a marché ? Alors l'exemple le plus récent, le plus frappant, c'est le Danemark. Bon, c'est un plus petit pays que le nôtre, il y a moins de municipalités. Entre 2007 et 2009, ils ont réduit de 2/3 le nombre de municipalités. Ils sont un peu moins de 100 aujourd'hui. C'est une réforme qui touchait pas simplement à la fusion des municipalités, mais l'abolition des comtés, hein, l'équivalent un petit peu de nos départements, pour créer à la place 5 grandes régions à l'échelle du Danemark. Donc ce qu'on voit déjà en premier lieu, c'est que toute réforme un petit peu horizontale, de taille, est associée à une réforme aussi d'allocation des compétences verticale. Bon. Alors ils ont attaqué le problème déjà dans une démarche de consultation élargie, multipartie, en mobilisant les associations d'élus locaux. Ils ont attaqué les choses aussi de manière elles sont très mobilisées, oui. relativement autoritaire. Hein. Très peu de choix laissés aux collectivités locales, si ce n'est celui de choisir le voisin ou les voisins avec lesquels ils allaient fusionner. Mais en gros, en 2 ans, ils ont réussi cette réforme. Elle a été évaluée récemment. On pourra peut-être parler des résultats de cette évaluation dans un deuxième temps. Better Life, comment appelez-vous votre étude ? Le Better Life Index. Voilà, le Better Life Index. Mais on en reparlera. Donc voilà, vous dites il faut savoir ce qu'on veut, être un peu dirigiste et puis quand même jouer la concertation locale. Bien, il faut bien sûr jouer la concertation locale, il faut surtout savoir, in fine, si ça a apporté quelque chose de positif. Parce que réformer pour réformer, fusionner pour fusionner, ça n'a pas grand intérêt si en gros la dépense, comme le soulignait M. Carrès, la qualité des services n'est pas au rendez-vous. Voilà. Et ça pose toute la question de l'évaluation. Alors là, je me tourne vers Arnaud Bertrand de EY. C'est une des spécialités de votre cabinet de conseil, l'évaluation. Est-ce qu'on a déjà évalué d'ailleurs ce que ça pourrait éventuellement apporter comme économie, ces fusions de régions et la simplification de notre organisation territoriale? C'est une très bonne question. Je répondrai en 3 points. Le premier, Gilles Carrez évoquait l'échec du référendum en Alsace. On a un contre-exemple qui est en Martinique, où les Martiniquais ont accepté la fusion du département et de la région. Alors c'était peut-être plus intuitif, mais en tous les cas, on a là une fusion qui est en cours. Premier point. Le deuxième point, c'est que les fusions, c'est très bien, mais la vraie question, c'est pourquoi faire, notamment en termes de politique publique. Parce que si vous ne faites qu'un mercato organisationnel, vous passez à côté, en fait, des bénéfices de la réforme, tant en termes d'efficacité de politique publique que de réduction de dépenses. Ma deuxième observation, c'est que, et votre index est très intéressant à ce titre, je ne sais pas si on est champion du monde, mais on est probablement un des champions européens de la dépense publique. En revanche, on n'est pas un des champions européens, loin s'en faut dans votre index, de l'efficacité de ces politiques publiques et sur un certain nombre de champs, malgré l'argent public qui est investi, le résultat pour on n'est carrément pas sur le podium, sur un tout un tas de sujets. On est même loin du podium, ce qui est assez embêtant. Et si on en vient à l'évaluation des politiques publiques, ce qui est frappant, c'est le nombre en France de rendez-vous manqués. On a les meilleures intentions du monde. L'évaluation, on le retrouve dans la LOLF et dans les rapports annuels de performance. Premier rendez-vous en partie manqué. On le retrouve dans la réforme constitutionnelle qui donnait au Parlement plus de pouvoir en matière d'évaluation avec la création d'un comité d'évaluation et de contrôle. Un député ce matin indiquait que le travail des parlementaires n'était qu'à 1% sur l'évaluation. Je ne sais pas si le chiffre est bon, mais c'est assez révélateur. La RGPP s'était engagée à évaluer les politiques publiques. Elle ne l'a pas fait. Et la MAP, la modernisation de l'action publique, il y a 2 ans, après l'élection de François Hollande, s'était engagée justement à attaquer, à revisiter l'ensemble de ces missions. Bien avant eux, parce qu'on se souvient que ça des n'a pas été fait. qui sont à l'origine de donc beaucoup tout ça, d'intentions, mais en fait,
dans la réalité, peu de choses en matière d'évaluation. Et en fin de compte, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, l'évaluation des politiques publiques qui réconcilie est un préalable efficacité à la moindre décision publique. Oui. Oui, et ne fonctionne que si elle est systématisée et organisée. Gilles Carrez, vous évoquiez à l'instant l'idée qu'on est au bout de ce qu'on peut faire en matière de recettes fiscales. On avait ce matin sur le plateau Didier Migaud et je reconnais une certaine communauté de pensée, malgré vos positionnements politiques un petit peu divergents, donc avec le premier président de la Cour des comptes. Il parlait d'ailleurs de la fin de l'élasticité de la recette fiscale. Enfin, je veux dire, lui considère, et vous aussi, qu'on ne peut plus en rajouter. Voilà, pour moi, la question... Je crois que nos auditeurs le pensent aussi. Pour moi, la question aujourd'hui, c'est comment on s'y prend pour réduire la dépense publique, pour économiser. Et là, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Claire Charby. Parce que ce n'est pas le processus de concertation, de consultation, qui peut nous conduire à faire des économies dans une société française organisée de façon puissante par des corporatistes totalement installés et qui s'opposent à toute réforme. La bonne réforme qui marche, elle relève un peu du blitzkrieg, c'est-à-dire d'une action extrêmement rapide, bien préparée et très cernée dans le temps. Un exemple, les réformes des retraites. Quelles sont les réformes des retraites qui ont marché ? Celle de 1993, été 93, ça se fait dans la torpeur de l'été et ça se fait en ne s'attaquant qu'au secteur privé. Par contre, en 2003, c'est la même majorité. Belle stratégie de transparence. En 2003, vous proposez qu'on profite. Non mais je continue. Oui. En 2003, grande concertation et du fait de la concertation, notamment avec la CFDT, on prend en compte ce qu'on appelle les carrières longues. Moi, j'ai peut-être un esprit un peu comptable, mais je regarde les résultats après. C'est une réforme qui a coûté pratiquement plus cher que la situation d'avant à cause des carrières longues. Ensuite, la réforme des régimes spéciaux, 2007-2008, là aussi beaucoup de concertation. On fait rentrer un peu dans les règles de droit commun, sauf qu'on compense immédiatement le manque à gagner par des augmentations de traitement. Bon, résultat, je ne suis pas sûr que... De mon point de vue à moi, qui est celui de la dépense publique. Il y a peut-être d'autres points de vue, mais aujourd'hui, je pense qu'on est obligé de regarder les choses sous cet angle-là. Eh bien, ça n'a pas apporté d'économie. La réforme qui a marché, qui apporte des économies, c'est celle de 2010. Celle de 2010, elle n'était pas dans le programme de Nicolas Sarkozy. Elle n'était pas dans le programme. Elle n'était pas annoncée du tout. Elle a été conduite, il y a eu des manifestations, et puis finalement, elle est à l'œuvre, notamment l'allongement de l'âge légal. Celle de 2013, c'est vraiment l'exemple même de la réforme qui, au bout du compte, va coûter plus cher, parce qu'elle a été concertée et elle n'a été vendue qu'avec en contrepartie, par exemple, la pénibilité. Et donc, on voit bien que tous ces processus qui associe différentes parties prenantes, de la concertation ou autre, ça ne marche pas. Alors moi, ce que j'espère, c'est que mon pays ne va pas être obligé, dans une situation de quasi-faillite, parce que je commence à m'inquiéter du fait qu'on ait besoin de trouver 230 milliards d'euros par an. On est les premiers en Europe pour couvrir notre besoin de financement. Didier Migaud parle de situation extrêmement préoccupante, effectivement. Si à un moment, ceux qui nous prêtent ne veulent plus nous prêter, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je préférerais qu'on ait un processus de réforme qui soit plus agressif, quitte à avoir moins de concertation. En attendant qu'ils ne veuillent plus nous prêter, ils vont peut-être nous prêter plus cher. Et là, qu'est-ce qu'on va devenir? Oui, je vous en prie. Juste pour compléter ou redonner un exemple à la fois passé et actuel de ce qu'évoque Gilles Carrez. Dans le passé, on a la réforme de la carte judiciaire. 7 fois, on a essayé de faire cette réforme. Elle a in fine été faite par la majorité précédente, sans aucune concertation, heureusement, parce qu'à chaque fois qu'on avait essayé de concerter précédemment, on avait les avocats, les maires, les magistrats qui bloquaient. Aujourd'hui, on est dans une situation assez proche, on risque de se retrouver dans une situation assez proche avec la fusion des régions. Parce que la fusion des régions, c'est intéressant, c'est probablement quelque chose qu'il faut faire. La vraie question, c'est comment on le fait. Si on prend juste une des compétences que l'on va confier aux régions, le développement économique, si on se contente de rapprocher les équipes en charge du développement économique des différentes régions qui vont fusionner, on sera
sera passé à côté du sujet. Le vrai sujet, c'est quelle politique de développement économique, quelle aide aux entreprises, et derrière, comment regrouper les forces, les compléter, à la fois des CCI, des départements, de l'État le cas échéant, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas 20 acteurs qui interviennent parfois en concurrence sur ces sujets. La compétence générale et la vraie délégation vers ces régions. Le sujet, Pierre-Marie, c'est de s'assurer qu'on ait une méthode, qu'on ait éventuellement une expérimentation qui s'impose, là je vous rejoins Gilles Carrez, aux régions et qui ne soit pas déployée 7 fois de manière différente dans les 7 exercices de fusion qui vont arriver. Alors je voudrais quand même parce qu'il faut suivre quand même le déroulé de ce sondage. Hein. On vous parlait de Blitzkrieg et moi je voudrais qu'on passe de l'autre côté de la Manche. On a cette deuxième question qui est inspirée, en fait, ce sont des politiques publiques qui ont été plutôt développées dans le cadre du projet enfin c'est plus un projet aujourd'hui, la Big Society de Cameron. Alors les Français disent par exemple qu'ils sont plutôt favorables à ce qu'on ait des possibilités de passer d'un emploi public à un emploi privé plus souvent. 90% des Français le souhaitent. Hein. Il y a d'autres sondages qui disent que la plupart des Français aimeraient que leurs enfants deviennent fonctionnaires. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, avec ce regard de l'OCDE, hein, transeuropéen, est-ce que vous avez constaté une amélioration de la situation lorsqu'il y a une vraie osmose entre le public et le privé et des transferts facilités? Est-ce que ce sont deux métiers très différents? Est-ce qu'ils s'enrichissent? Est-ce que c'est nécessaire? C'est une très vaste question. Je rejoindrai sur ce point ce que disait M. Carrez à l'instant. La question du partenariat public-privé, malheureusement, elle ne fait plus tellement question parce qu'on manque de ressources. Mais le problème, c'est que si on la voit uniquement comme une source de financement, on risque d'être piégé. Donc il y a vraiment une nuance à apporter. Le diable est dans les détails. Il y a des collectivités territoriales, par exemple, qui ont lancé des partenariats public-privé et qui n'ont pas les reins assez solides, qui s'engagent dans des dettes de long terme. Une question pour vous et les opérateurs. Vous avez vu, les Français veulent 70% d'entre eux. Je reste sur votre sondage. Il est extraordinaire. Merci. 90% souhaitent qu'on généralise la possibilité de passer d'un emploi public à un emploi dans le privé. Et juste avant, vous en avez 56% à peine qui sont favorables à la réduction du statut de la fonction publique. Mais vous êtes parlementaire, vous avez fait des campagnes, vous savez qu'il y a des contradictions dans l'électorat. On est en totale contradiction. Et donc, moi, je reviens sur cette idée. Quand Claire Charby nous dit que dans des pays qui sont réputés pour leur démocratie avancée, comme le Danemark, on y est allé quand même un peu au forceps, à l'autorité. Moi, il se trouve que je travaillais au Royaume-Uni au moment où on a supprimé autoritairement 10 000 collectivités locales. Et j'étais arrivé là, j'étais en stage d'ailleurs, moi je pensais que le Royaume-Uni c'était un pays complètement décentralisé, que Londres ne s'autorisait pas à imposer des décisions. Ben, pas du tout. Pas du tout. Et finalement, nous, dans notre mode de fonctionnement, nous sommes beaucoup plus décentralisés parce qu'on n'arrive pas à faire la moindre réforme si on n'a pas l'accord de chacune des corporations et de chacun des corps intermédiaires. Résultat, on ne bouge pas, c'est l'immobilisme complet. Et finalement, ce qui risque de nous faire bouger, c'est ce qui s'est passé en 58. Quand est-ce qu'on a bougé? 58, 59, là on a bougé. Relisez le discours du général de Gaulle sur la dépense publique en 58, fin décembre 58, il a fallu y aller. Là voilà. On a bougé. Voilà. Vous avez des conditions plus douces dans lesquelles on peut faire bouger les choses. J'ai quelques nuances à apporter parce qu'en ce qui concerne les réformes territoriales, les grands chocs sont très rares. Oui. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est des réformes de beaucoup plus long terme, on y va par tranches. Oui. Au Japon, il y a 3 grandes réformes de réduction des municipalités. Au Danemark, ils avaient commencé avant, au Royaume-Uni aussi. Il y a encore des réformes en cours. Le problème de la France, c'est qu'effectivement, au niveau municipal, en tout cas, on n'a pas commencé. Depuis les paroisses de l'Ancien Régime, nous n'avons pas bougé. On avait 36 000 paroisses en 1789, on a 36 000 communes aujourd'hui. Il faut quand même le reconnaître. C'est une singularité en Europe. C'est effectivement la singularité, c'est la raison pour laquelle c'est important de changer les choses, peut-être de commencer par les régions, c'est pas forcément ce qui d'un point de vue international tomberait sous le sens, mais l'important c'est ce qui va venir à l'automne, c'est-à-dire véritablement de savoir le périmètre d'action, ce que vous disiez à l'instant, le périmètre d'action des régions, les ressources des régions, et à ce moment-là on pourra
pourra parler. Parce qu'en termes de périmètre géographique ou de population, les régions françaises actuelles ne sont pas très différentes. En termes de responsabilité, beaucoup plus. Arnaud Bertrand, qu'est-ce que c'est que ce pays qui a fait la révolution et qui ne sait pas se réformer, qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui s'est fait à l'extérieur, peut-être pas par des révolutions, mais par des évolutions progressives et parfois par des fortes ruptures. Ce qui est intéressant dans le sondage, c'est à la fois l'adhésion à une certaine forme d'externalisation et à ces passerelles publiques-privées. Parce que lorsqu'on regarde au Canada, dans les pays nordiques, en Angleterre, peut-être demain en Italie, la réforme passe en grande partie par le fait d'abandonner un certain nombre de missions ou de les confier à des agences autonomes, agences d'exécution ou autres, quel que soit le terme. Et une des raisons pour lesquelles on crée ces agences, c'est précisément parce que ces agences ont une capacité de jouer à la fois sur des emplois publics et sur des emplois privés. Et quand je reviens à mes histoires de région, si demain on a des agences de développement économique régionales qui se chargent du développement économique en ayant regroupé l'ensemble des équipes qui travaillent ici ou là un peu partout. Des opérateurs régionaux. Des opérateurs régionaux. Si demain on a ces agences, on s'apercevra assez vite qu'on manque de compétences aujourd'hui et qu'on ne dispose pas de personnel qui connaissent à la fois le monde de l'entreprise et les apports que le public peut apporter avec des dispositifs d'aide, et qu'il faut recruter là des gens qui viennent du privé, il faut peut-être les former des agents publics. Enfin, il y a tout un mercato à organiser, et je pense que ça passe quand même par des passerelles plus grandes entre public et privé. Gilles Carrez, vous avez le mot de la fin. L'émission est terminée, mais je gratte la régie, me rappelle sans cesse. Je vous en prie, allez-y. Différence entre les RGPP qui affichaient un objectif comptable d'économie et la modernisation de l'action publique aujourd'hui. La MAP, je le dis cet après-midi, est devenue un exercice littéraire complètement flou, sans aucun débouché. On ne sait plus du tout où on en est, ça s'est effiloché. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas l'objectif clair qui est de dépenser mieux en dépensant moins. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est le mot de la fin. Est-ce que je peux me permettre de remettre à nos invités, ou vous le faites vous-même, les chiffres de l'OCDE, ce petit bloc-notes, là, pour avoir les pensées claires, il faut avoir les données. Vous l'avez déjà. Voilà, je le conseille à tout le monde. Voilà, la lecture de ce petit document extrêmement pratique. Merci à tous les trois. Merci Claire Chablit. Merci Gilles Carrez. Et Arnaud Bertrand, je vous donne rendez-vous bientôt pour poursuivre ce débat, vous voyez, qui mériterait encore un long temps d'antenne sur Acteurs Publics TV. À bientôt.